Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons de la synthèse d'un circuit séquentiel. Nous allons couvrir les sujets suivants. Tout d'abord, reconnaître la présence d'une bascule et d'un loquet dans du code VHDL. Nous allons revoir les étapes de la synthèse, considérer le schéma correspondant à un code VHDL, implémenter un circuit séquentiel sur un FPGA et voir quelques bonnes pratiques de modélisation de circuits séquentiels pour FPGA. Donc, la synthèse d'un modèle VHDL est effectuée par un synthétiseur. Le processus de synthèse peut être décomposé et effectué en plusieurs passes. En général, c'est un processus qui est complexe. Le produit du synthétiseur est communément appelé la liste des interconnexions. Elle inclut la liste des composantes de base utilisées et ainsi que les liens qui les relient. Après le processus de synthèse, il est possible d'obtenir un estimé de performance et des ressources utilisées par le circuit. On rappelle que pour reconnaître un loquet ou une bascule, il s'agit de connaître la façon qu'ils sont modélisés en VHDL. Dans l'exemple du haut, on voit qu'il y a un processus dans lequel il y a une condition sur un signal de contrôle G. Quand la valeur du signal de contrôle G correspond à la condition, à ce moment-là, le signal Q prend la valeur du signal D. Si par contre, la valeur du signal de contrôle G est à 0, à ce moment-là, le signal Q doit rester inchangé. On a donc la modélisation d'un loquet. Dans le deuxième exemple, on a encore un processus et encore une condition, cette fois-ci sur un signal qui s'appelle clock, mais ça c'est arbitraire. On voit qu'on considère spécifiquement est-ce qu'il y a une transition qui vient de se produire sur le signal d'horloge, clock. Et à ce moment-là, la valeur de Q doit changer. Dans les autres cas, elle ne doit pas changer. On a donc la modélisation d'une bascule. Les étapes de la synthèse d'un modèle séquentiel décrit en VHDL sont montrées sur la diapositive ici. Tout d'abord, on identifie les entrées et les sorties du circuit. Dans ce cas-ci, les entrées sont X et la sortie est Z. Reset et clock sont en général des signaux spéciaux. Deuxièmement, on identifie les éléments en mémoire. Dans ce cas-ci, ce sont des valeurs de signaux auxquelles on assigne une valeur à l'intérieur d'un processus, à l'intérieur d'une transition sur l'horloge. Ici, les deux éléments en mémoire seraient A et B. Leur type étant STD logique, ce serait deux éléments en mémoire d'un seul bit, donc deux bascules. Troisièmement, pour chaque élément en mémoire, on trouve l'équation booléenne de son entrée. Ici, elles sont relativement faciles à trouver par les deux énoncés en VHDL. En quatrième, on considère pour chaque sortie l'équation booléenne ou la table de vérité correspondante. Donc la sortie Z étant ici, on peut aussi facilement trouver l'équation booléenne qui lui correspond. En cinquième étape, si la cible est un FPGA, on va découper les équations selon la taille des tables de correspondance disponibles. Et finalement, on va choisir à l'étape 6 des ressources spécifiques sur la puce pour les parts et les fonctions logiques. Par exemple, on va considérer le code VHDL suivant et donner le schéma correspondant à ce code. On va y aller étape par étape. Tout d'abord, on constate qu'il y a une sortie U et sa valeur est une fonction des entrées B et C. On observe qu'il n'y a pas de processus, il n'y a pas de transition sur le signal d'horloge, il n'y a pas de condition ou rien. Donc nécessairement, on a effectivement une porte logique ou exclusif, le signal de sortie U et les entrées B et C, et c'est tout. Pour le signal de sortie V maintenant, on a un processus, mais il n'y a pas de condition à l'intérieur du processus. Donc effectivement, on modélise ici tout simplement, encore une fois, une porte logique sans élément en mémoire. Cette fois-ci, c'est une porte logique et on a la sortie V et les deux entrées A et B. Ensuite, pour les deux sorties W et X du système, on constate que W et X se voient assigner des valeurs à l'intérieur d'un processus, à l'intérieur d'une condition sur une transition d'horloge. Donc, nécessairement, W et X seront deux bascules. Comme ça, donc W et X. Maintenant, quels sont les signaux d'entrée pour ces deux bascules? Bien, pour W, c'est une fonction ou exclusif des entrées A et B.
comme ceci. Pour x, c'est l'inverse de l'entrée B. Comme cela. On observe aussi qu'il y a un signal d'initialisation reset pour les deux bascules, que ce signal d'initialisation est actif sur une valeur de 0, on indique ça en général par une petite bulle ici. Et que dans les deux cas, Wx doit prendre la valeur de 0. Ensuite, et finalement, on a les signaux de sortie Y et Z. Dans ce cas-ci, on inspecte et on voit que le signal de sortie Y se voit assigner une valeur à l'intérieur d'un processus et à l'intérieur d'une condition. Le signal sur lequel la condition est faite est le signal A. On voit que quand la valeur de A est égale à 0, Y doit prendre une valeur. Quand A n'est pas égal à 0, est égal à 1, rien ne doit se produire. Donc, ça nous met la puce à l'oreille que Y est un élément en mémoire. La condition sur A n'est pas relative à une transition sur ce signal, mais uniquement à un niveau. Donc, on a un loquet pour le signal de sortie Y. Le loquet a deux entrées, une entrée D et une entrée G. L'entrée G est l'entrée de contrôle. Donc ici, ce serait la valeur du signal A, et ce qui nous intéresse, c'est une valeur de 0. On pourrait l'indiquer avec une petite bulle ici sur l'entrée G. Et dans ce cas, si A est égal à 0, à ce moment-là, la valeur de Y doit prendre l'opération logique C non ou B. Voilà, donc C, B et l'opération non ou. Le signal Z maintenant, lui aussi est placé à l'intérieur de processus, aussi à l'intérieur d'une condition sur le signal A. Cependant, on voit que quand A est égal à 0, Z prend la valeur non B, et quand A n'est pas égal à 0, Z prend une autre valeur. Donc ici, il n'y a pas d'élément en mémoire. En fait, c'est une autre structure qui s'appelle un multiplexeur, et dont voici le symbole. Le signal de contrôle est A. Quand la valeur de A est égale à 0, la valeur de Z doit être égale à non B. On aurait donc B ici avec un inverseur, comme cela. Quand la valeur de A est à 1, à ce moment-là, la valeur de Z doit être égale à B, non et C. On aurait donc B, C avec la fonction non et. Et il n'y a pas d'élément en mémoire dans ce cas-ci. Un rappel. L'architecture d'un FPGA, on trouve trois choses à l'intérieur. Un réseau de blocs de logique programmable, un réseau d'interconnexion et des blocs d'entrée et sortie. Dans l'exemple sur la figure, on a une matrice de 3 par 5 CLB pour un total de 15 CLB et il y a aussi 12 blocs d'entrée et sortie IOB. Un rappel encore une fois, voici une tranche d'un vertex 5. On retrouve des tables de correspondance, des éléments en mémoire, des multiplexeurs pour router les signaux et des portes logiques pour l'addition rapide. Et voici, en rappel encore une fois, le modèle simplifié d'une tranche. Ici, on a deux tables de correspondance seulement, qui ont chacune 4 entrées, et deux éléments en mémoire qui sont ici indiqués comme étant des bascules, avec l'entrée clock. La question maintenant est donc d'implémenter le circuit suivant, qui est montré en haut à droite de la diapositive, sur le modèle de FPGA qui est donné au bas de la diapositive. Donc, la première étape consiste à choisir des ressources spécifiques pour les deux variables d'état du système A et B. Je vais choisir arbitrairement ici ce signal, la sortie de cette bascule-ci pour la bascule A, et ici la sortie de cette bascule-ci pour la bascule B. Il reste maintenant à trouver le signal d'entrée de la bascule A. Donc, je vais choisir cette table de correspondance-ci. Ces deux entrées sont A et B. À l'intérieur, ici, on ferait l'opération ou exclusif. Il faudrait la spécifier en donnant le contenu de la table de conversion. On va maintenant, ici, router ce signal comme ceci jusqu'à la bascule et on a implémenté la bascule du haut et son entrée. Pour la bascule B, son entrée est égale à non B et X. Donc ici, on aurait l'entrée B et l'entrée X. Ici, la fonction logique serait comme ceci.
Encore une fois, il faudrait exprimer cette fonction logique-là en donnant la table de conversion, les 16 valeurs possibles. Et on va encore router les signaux ici, comme ceci, jusqu'à la bascule B. On a presque fini. Il nous reste à implémenter la sortie Z. Donc, on voit que Z n'est pas relié à un élément en mémoire. Donc, je vais choisir ici arbitrairement cette sortie qui n'est pas associée à un élément en mémoire. Je vais choisir la table de conversion qui est ici pour le calcul de la sortie Z. On peut voir que Z est une fonction de A et B. Donc, on va placer ici A et B. À l'intérieur, on aurait l'implémentation d'une porte non OU. Encore une fois, il faudrait donner les 16 valeurs de la table de conversion ici pour en spécifier le comportement. Et on observe ici maintenant un routage vers la sortie ici qui ne passe pas par un élément en mémoire. Donc, les choses importantes ici, c'est de voir que A et B sont associés à des éléments en mémoire, celui-ci et celui-là, et la sortie Z, elle, n'est pas associée à un élément en mémoire, donc on a pris une des sorties qui sont indépendantes des éléments en mémoire sur le modèle du FPGA. Dans tous les cas, bien sûr, on pourrait ajouter des fils, comme ceci, A, comme cela, vers B, et ainsi de suite, ici. Mais en général, ça complique inutilement le diagramme. Donc, le fait d'indiquer par des étiquettes ici quelles sont les valeurs d'entrée, c'est suffisant. Voici maintenant 3 bonnes pratiques à respecter avec les FPGA. Tout d'abord, on veut utiliser des bascules et éviter les loquets. Les éléments en mémoire d'un FPGA peuvent être programmés pour être soit une bascule, soit un loquet. Il n'y a pas de différence de coût. Ça ne coûte pas plus cher un ou l'autre. Le désavantage du loquet, c'est son mode transparent. Les signaux tendent à se propager d'un bout à l'autre du circuit et ce n'est pas une bonne chose. Donc, pour le reste du cours, nous allons utiliser exclusivement des bascules. Le signal d'horloge est spécial. En principe, il mène toutes les bascules à travers la puce. On ne fait pas d'opération logique sur le signal clock. Il est réservé à mener le signal de contrôle des bascules. Troisièmement, c'est la même chose pour le signal de réinitialisation reset. Il mène en général toutes les bascules. Il est important d'avoir un signal de réinitialisation pour les bascules pour pouvoir placer le circuit dans un état de départ connu. Certaines bascules peuvent avoir une valeur d'initialisation à 0 ou à 1, peuvent aussi avoir opéré sur une valeur différente du signal reset, quoique en pratique, ce ne serait pas une bonne idée. Et comme le signal clock, on ne fait pas d'opération logique sur le signal de réinitialisation. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment on peut effectuer la synthèse d'un module séquentiel décrit en VHDL. On a vu le schéma correspondant au code VHDL d'un circuit séquentiel. On a effectué la synthèse d'un module séquentiel décrit en VHDL et on a montré son implémentation sur un FPGA. Finalement, on a considéré 3 bonnes pratiques de la modélisation de circuits séquentiels pour les FPGA.